Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Fondcast. Ce podcast, produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt and context engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 15 octobre 2025. Aujourd'hui, nous allons explorer une évolution réglementaire majeure. Elle impacte fortement le secteur des fonds privés en Europe et tout particulièrement le Luxembourg. Il s'agit de l'arrivée de la directive AIFD2. Oui, AIFMD2, directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, version 2. Exactement, et on va se pencher spécifiquement sur le projet de loi luxembourgeois, le numéro 8628, qui vient d'être déposé pour transposer cette directive. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre les conséquences pratiques pour les gestionnaires, surtout ceux qui font du prêt, les fameux Loan Originating Funds, et aussi comment ça touche un véhicule phare ici, la SCSP, la Société en commandite spéciale. Absolument. Et ce projet de loi, même s'il est technique, il soulève tout de suite des questions stratégiques importantes. On peut en voir 3, je pense, d'emblée. Ah oui, lesquelles ? Premièrement, l'urgence. Clairement, le projet 8628 est là. La date limite européenne, c'est le 16 avril 2026. Ça fait moins de 6 mois. C'est très court. Très court, oui, dans la vie d'un fonds. Donc il faut anticiper, c'est essentiel. Deuxièmement, le lien très fort entre cette nouvelle réglementation et la stratégie même des fonds. On ne parle pas juste d'ajustement. Les nouvelles règles, je pense à la rétention de risque de 5%, les plafonds de levier, la limite de concentration de 20%, eh bien tout ça, ça influence directement la politique d'investissement. D'accord. La stratégie est directement impactée. Voilà. Et troisièmement, et c'est fondamental pour le Luxembourg avec ses véhicules comme la SCSP, le rôle central du contrat social, le LPA, donc les Limited Partnership Agreement. Pour la SCSP, qui est très flexible, très contractuelle, le LPA devient, disons, l'endroit où ces règles doivent être intégrées très soigneusement. Ce n'est plus seulement un contrat entre partenaires, c'est l'interface avec la loi. C'est une excellente manière de peser le cadre. On sent bien que ce n'est pas qu'une simple mise à jour. Alors, revenons un peu en arrière. Pourquoi l'Europe a-t-elle lancé cette AIFMD2 ? Et pourquoi ce coup de projecteur sur les fonds de prêt en particulier ? La directive européenne, c'est la directive UE 2024-3194, publiée en mars 2024. C'est une évolution assez logique du cadre AIFMD de 2011. Le monde financier a beaucoup changé depuis, surtout avec la croissance spectaculaire, on peut dire, du crédit privé, du private debt. Les fonds alternatifs sont devenus des acteurs majeurs pour financer l'économie. Ils prennent le relais des banques dans certains domaines. Alors, cette montée en puissance, elle appelait une réponse réglementaire. Pour plusieurs raisons, en fait. Harmoniser les règles en Europe, mieux protéger les investisseurs, gérer les risques systémiques possibles, et puis consolider le marché unique des capitaux. Donc, le focus sur les fonds qui octroient des prêts, c'est une conséquence directe de leur importance. Exactement. C'est parce qu'ils sont devenus si importants qu'il fallait un cadre commun, plus robuste, pour cette activité spécifique d'octroi de prêts. Tel le Luxembourg, fidèle à sa réputation de réactivité, a déposé ce projet de loi 8628 très vite, début octobre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit de l'approche luxembourgeoise ? Y a-t-il des points saillants ? Oui, la rapidité est notable. Ça montre la volonté de donner de la clarté, de la visibilité au marché rapidement. Le projet de loi luxembourgeois vise une entrée en vigueur le 16 avril 2026, donc parfaitement aligné sur la date limite de l'UE. Pas de grosse surprise sur le contenu lui-même, mais des choix stratégiques qui sont clairs. Comme par exemple ? Un point très important, c'est le régime transitoire, le fameux grandfathering. Les fonds qui existaient déjà avant le 15 avril 2024 et qui faisaient déjà du prêt, ils ont un délai. Jusqu'au 16 avril 2029. Ah oui, 5 ans. 5 ans, oui. Pour se conformer à certaines règles parmi les plus impactantes, comme les limites de levier ou de concentration. C'est une bouffée d'air non négligeable pour les structures existantes. Cette période de 5 ans, effectivement, ça paraît essentiel pour ajuster les portefeuilles sans tout bousculer. Et au fait, comment on définit précisément un fonds qui tombe sous ce nouveau régime ? Quand est-ce qu'un fonds est considéré comme octroyant des prêts ? Alors, la définition est cruciale, bien sûr, parce que c'est ça qui déclenche toutes les règles spécifiques. Le projet de loi luxembourgeois utilise 2 critères au choix.
soit un critère qualitatif. La stratégie d'investissement principale du fonds est d'octroyer des prêts. D'accord. Soit un critère quantitatif, la valeur notionnelle des prêts que le fonds a lui-même créés, ce qu'on appelle les Originated Loans, dépasse 50% de sa valeur nette d'inventaire, la VNI, ou NAV en anglais pour Net Asset Value. 50% de la VNI, c'est un seuil clair. Oui, dès qu'on dépasse ce seuil, hop, on est dans le régime spécifique AIFMD2 pour les fonds de prêt, avec toutes les obligations annexes, levier, rétention de risque, etc. C'est donc un indicateur à surveiller de très, très près par les gestionnaires. Très clair. Un autre point qui ressort des analyses, c'est ce choix du Luxembourg pour une transposition dite 1 pour 1, sans gold plating. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi c'est stratégique? Le gold plating, c'est quand un pays décide d'ajouter ses propres règles nationales, souvent plus contraignantes, en plus de ce que demande la directive européenne. Une surcouche locale en quelque sorte. Exactement. Et en choisissant de ne pas faire ça pour AIFMD2, le Luxembourg envoie un message fort aux gestionnaires internationaux, notamment ceux qui sont hors UE, américains, britanniques. Le message, c'est « Venez au Luxembourg, vous appliquerez la règle européenne harmonisée. Point. » Ni plus, ni moins. C'est un gage de prévisibilité, de stabilité. Donc l'objectif, c'est la simplicité, éviter la complexité liée aux particularismes locaux. C'est tout à fait ça. Pour un gestionnaire qui travaille dans plusieurs pays, c'est compliqué et coûteux de devoir gérer des règles différentes partout. L'approche luxembourgeoise vise à supprimer cette friction. Elle parie sur l'attractivité d'un cadre qui est solide, oui, mais standardisé, aligné sur le passeport européen. C'est un avantage face à d'autres places qui pourraient tenter d'ajouter leurs propres exigences. Ça renforce l'image du Luxembourg comme une porte d'entrée fiable vers l'Europe. C'est très clair. Mais il y a quand même une nuance, je crois, sur les prêts aux consommateurs. Le Luxembourg a une position un peu particulière là-dessus, n'est-ce pas? Oui, et c'est un très bon exemple de cet équilibre que le Luxembourg cherche. Le projet de loi interdit aux FIA luxembourgeois, les fonds d'investissement alternatifs, d'octroyer des prêts aux particuliers qui résident au Luxembourg. C'est une mesure de protection du consommateur local, une prérogative nationale. D'accord, interdiction locale. Mais, et c'est là que c'est intéressant, le texte autorise explicitement ces mêmes fonds à prêter aux consommateurs dans d'autres pays de l'Union européenne, à condition bien sûr que la loi de ces autres pays le permette. Donc on pourrait imaginer un fonds pan-européen de crédit conso, basé au Luxembourg, mais qui investirait partout sauf au Luxembourg même. Précisément, ça permet des stratégies transfrontalières tout en respectant les choix de protection locaux. C'est pragmatique. Le gestionnaire doit juste s'assurer que sa politique d'investissement mentionne bien cette exclusion géographique pour le Luxembourg. Ça montre une volonté de faciliter les affaires à l'international sans compromis sur la protection jugée nécessaire localement. C'est un équilibre assez subtil. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur, si j'ose dire. Prenons l'exemple d'une SCSP, cette fameuse société en commandite spéciale, si prisée ici. Comment ces règles AIFMD2 vont s'appliquer concrètement à elle ? Alors la SCSCP qui vient de la loi sur les sociétés commerciales de 1915, mais modernisée, c'est vrai qu'elle est très populaire. Pourquoi ? Parce qu'elle offre une immense liberté contractuelle. Elle n'a pas de personnalité juridique distincte, elle est transparente fiscalement, et c'est vraiment le contrat social, le LPA, qui gouverne presque tout. La relation entre le gérant commandité, le GP, et les commanditaires, les LP. Donc, tout passe par le contrat. Essentiellement oui, et par conséquent, c'est inévitablement ce document, le LPA, qui va devoir intégrer la plupart des nouvelles exigences d'AIFMD2. Il devient l'instrument où la loi et le contrat se rencontrent. C'est là que ça se passe. D'accord, le LPA est donc en première ligne. Alors, si on devait donner des conseils à un gestionnaire qui monte un nouveau fonds de prêt en SCSP aujourd'hui, quels seraient les points d'attention cruciaux, les clauses à revoir absolument dans ce LPA ? Il y a plusieurs zones critiques. D'abord, évidemment, la section sur la stratégie et les restrictions d'investissement. Elle doit dire clairement si le fonds est un Loan Originating AIF et surtout, elle doit intégrer les limites réglementaires comme de vraies contraintes contractuelles. Je pense à la limite de concentration, pas plus de 20% des actifs prêtés à un seul emprunteur si c'est une institution financière, un autre FIA ou un OPCVM, l'équivalent français du CITS. Cette règle de diversification doit être écrite noir sur blanc dans le LPA. Il faut aussi inscrire le nouveau mécanisme de rétention de risque. Si le fonds prévoit de revendre les prêts qu'il a créés et la stratégie Originate to Distribute, il devra garder au moins 5% de la valeur de chaque prêt. Le LPA doit expliquer comment cette rétention sera gérée et suivie. C'est une contrainte forte qui vise à aligner les intérêts du fonds avec ceux des acheteurs finaux.
Cette rétention de risque de 5%, c'est une sorte de pot dans le jeu obligatoire. Ça pourrait changer le type de prêt que les fonds choisissent de faire s'ils savent qu'ils doivent en garder une partie. Ah mais c'est tout à fait l'objectif. Ça pourrait les inciter à faire des prêts de meilleure qualité ou à mieux évaluer le risque dès le départ puisqu'ils ne peuvent plus s'en défaire complètement. Ça a des implications sur la sélection des actifs, sur le profil de risque. Le LPA doit refléter ça. Très clair. Quelles autres clauses du LPA sont touchées? Deuxième point très important, la clause de levier. AFMD 2 impose des plafonds stricts, calculés selon la méthode des engagements. Pour les fonds de prêt considérés comme ouverts qui permettent des rachats réguliers, c'est 175% de la VNI. Pour les fonds fermés, capital bloqué, la limite est plus haute, 300% de la VNI. D'accord. Le LPA doit non seulement mentionner ces plafonds, mais peut-être aussi préciser comment le levier sera calculé, suivi. Ça touche directement le potentiel de rendement, mais aussi le risque. C'est une information cruciale pour les investisseurs, les LP. La différence de plafond entre fonds ouverts et fermés est logique vu leurs contraintes de liquidité différentes. Et justement, la liquidité. Parlons-en. Il y a des nouveautés là aussi. Oui, c'est le troisième point majeur, surtout pour les fonds ouverts. Le LPA doit maintenant décrire au minimum 2 outils de gestion de la liquidité, les LMT, Liquidity Management Tools, que le gestionnaire, l'AIFM, pourra utiliser si besoin. 2 outils minimum. Oui, et choisis dans une liste européenne harmonisée par AFMD2. On y trouve par exemple les gates qui limitent les rachats temporairement, le swing pricing qui ajuste le prix pour que ceux qui entrent ou sortent payent les coûts de transaction, des préavis plus longs. L'idée, c'est d'éviter les ventes forcées d'actifs si tout le monde demande à sortir en même temps et de protéger ceux qui restent. Et là, le Luxembourg ajoute une petite touche de flexibilité. Le projet de loi permet d'utiliser d'autres LMT, en plus de ceux de la liste européenne, si c'est bien expliqué et justifié dans les documents du fonds, y compris le LPA. Et bien sûr, les conditions précises d'activation de ces outils doivent être très claires dans le LPA. Donc, plus de transparence, plus d'outils pour gérer les flux, mais potentiellement aussi plus de complexité à rédiger et négocier dans le LPA. J'imagine que ça peut avoir des effets en chaîne sur d'autres clauses aussi. Tout à fait. On peut penser, par exemple, aux clauses de cascade de distribution, le waterfall, ou celles sur les investisseurs défaillants, defaulting investors. Imaginez qu'une violation des règles AFMD2 par le fonds, un dépassement de levier par exemple, puisse être vu comme un événement déclencheur dans l'LPA. Ah oui, ça pourrait être considéré comme un défaut du GP. Ou inversement. Exactement. Ou une sanction réglementaire qui impacterait la capacité d'un LP à payer ses appels de fonds. Ça rend encore plus importantes les clauses qui définissent précisément les cas de défaut et les solutions. Suspension des droits, pénalité, transfert forcé des parts. La précision juridique du LPA devient vraiment critique. On comprend bien que le LPA est vraiment au centre. Mais si on regarde au-delà du document lui-même, quelles sont les conséquences plus générales sur le fonctionnement des gestionnaires, sur leur stratégie? Les conséquences sont multiples, oui. D'abord, la relation entre le gestionnaire GP et les investisseurs LPs évolue. Les arguments de vente ne peuvent plus être juste la performance et la liberté totale. Le GP doit maintenant montrer la solidité de son organisation, sa capacité à gérer cette complexité réglementaire, la transparence. Et pour les LPs, ces règles deviennent de nouveaux points de comparaison pour évaluer les GP, pour négocier. Ils ont des standards clairs maintenant. Ensuite, il y a forcément un impact sur les coûts. Mettre en place les politiques, renforcer les systèmes de suivi, le reporting additionnel, les conseils juridiques, tout ça coûte plus cher. Équipé. Bonne question. Ces coûts devront être absorbés, soit par les frais de gestion, management fees, soit refacturés au fond via les autres charges, expense ratio. Dans les deux cas, ça peut impacter le rendement net pour les LP. Ce sera sûrement un point de discussion important entre GP et LPs. Et pour les sociétés de gestion elles-mêmes, les AIFME, y a-t-il de nouvelles obligations directes pour elles? Oui, AIFMD 2 attend plus des AIFME. Ils doivent avoir des politiques écrites et appliquées pour évaluer le risque de crédit, gérer le portefeuille de prêts, valoriser ces prêts qui sont souvent peu liquides. Ça demande une expertise interne solide et des processus bien documentés, auditables. Sur ce point, on parle souvent de substance. Est-ce qu'AIFMD2 renforce ces exigences et comment le Luxembourg se situe par rapport à ça? C'est un point intéressant. AIFMD2 harmonise et renforce les exigences de substance en Europe. Notamment, il faut au moins 2 dirigeants à temps plein basés dans l'UE. Mais pour le Luxembourg, ce n'est pas vraiment une révolution.
Ben non. Non, parce que la pratique de la CSSF, le régulateur luxembourgeois, notamment via sa circulaire 1809-198, était déjà très exigeante sur la substance. Présence locale, personnel qualifié, fonctions clés ici. Donc on peut dire que les AFM luxembourgeois qui respectaient déjà les règles locales sont pour beaucoup déjà conformes, voire en avance sur ce point par rapport à FMD2. C'est un avantage par rapport à d'autres juridictions où les règles étaient peut-être moins strictes avant. Ils sont déjà prêts en quelque sorte. Un autre phénomène à noter, c'est une sorte de convergence des modèles opérationnels. Avant, les fonds de private equity ou de crédit privé, souvent SCSP, étaient très différents des fonds UCITS ou des FIA plus liquides. Maintenant, avec les LMTs obligatoires, les limites de levier, de diversification, leur fonctionnement se rapproche de celui des fonds plus traditionnels. Et ça impacte tout l'écosystème. Oui, absolument. Les administrateurs centraux, les dépositaires, les auditeurs, les fournisseurs de logiciels, ils doivent tous s'adapter. Ils doivent pouvoir gérer des actifs complexes, illiquides, tout en appliquant des contraintes réglementaires quasi quotidiennes qui étaient plutôt typiques des fonds liquides. C'est un défi pour eux. C'est une vraie transformation. Dans ce contexte, avec plus de contraintes, cette convergence, comment le Luxembourg fait-il pour rester attractif ? Quels sont ses atouts ? Le Luxembourg joue sur une combinaison assez unique, je trouve. Il allie la flexibilité reconnue de ses véhicules, comme la SCSP, où le contrat reste roi pour beaucoup de choses, avec un cadre AFMD2 qui est maintenant harmonisé, solide et prévisible. C'est ce mélange de liberté contractuelle et de sécurité réglementaire qui est attractif. Les gestionnaires ont le passeport européen, un label de qualité reconnu, tout en gardant une marge de manœuvre importante dans la structuration via le LPA. Et il y a autre chose. Le projet de loi luxembourgeois profite d'AFMD2 pour clarifier et même élargir la gamme des services accessoires que les AFMs luxembourgeois peuvent offrir. En plus de la gestion de portefeuille et des risques, ils peuvent proposer d'autres services, y compris à des sociétés de leur propre groupe, administration, marketing, activités liées aux actifs, mais aussi des fonctions support comme l'informatique ou les RH. Ah, intéressant. Ça encourage la création de hubs. Exactement. Ça favorise la création de vrais centres opérationnels intégrés au Luxembourg. Ça permet aux grands groupes de centraliser leurs opérations européennes, de faire des économies d'échelle et de renforcer leur substance ici. C'est une façon d'ancrer encore plus l'activité et la valeur ajoutée au Luxembourg. Cet élargissement des services, c'est effectivement un levier d'attractivité de plus. Alors, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes, les points à surveiller dans les mois qui viennent ? Il faut surveiller plusieurs choses. D'abord, bien sûr, le parcours législatif du projet de loi 86-28 au Luxembourg. L'avis du Conseil d'État, les débats, le vote final, avant avril 2026. Ensuite, au niveau européen, il faut attendre les normes techniques de réglementation de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers. Ces RTS donneront les détails techniques importants, par exemple sur le reporting ou sur la délégation. Et enfin, même si on a beaucoup parlé des fonds de prêt, AFMDI2 apporte d'autres changements, par exemple plus de reporting sur la délégation pour vérifier que l'AIFM n'est pas juste une boîte aux lettres, ou encore la création du passeport dépositaire. Sur ce point d'ailleurs, le Luxembourg a choisi de ne pas permettre à ses fonds d'utiliser un dépositaire étranger. Ah oui. Oui, il préfère s'appuyer sur son écosystème local de dépositaires. Mais ça ouvre une porte en verse. Les dépositaires luxembourgeois pourraient, eux, servir des fonds basés dans d'autres pays de l'UE. C'est une opportunité de croissance pour eux. Parfait, merci pour cette exploration très détaillée. Si on devait retenir 3 messages clés de notre discussion. Je dirais 1. Le temps presse. Avril 2026, c'est vraiment très proche. Il faut agir maintenant. 2. La réglementation façonne la stratégie. Le risque, le levier, la concentration, ce sont des paramètres centraux maintenant. Et 3. Le LPA est plus stratégique que jamais. C'est là que la loi devient contrat. Ça demande une expertise pointue. Très bien résumé. Et pour terminer, une petite pensée pour ouvrir la réflexion. Ne risque pas, à terme, de standardiser un peu trop le marché du crédit privé au Luxembourg. Est-ce que ça va stimuler l'innovation à l'intérieur de ce cadre, ou est-ce que ça pourrait freiner l'émergence de stratégies vraiment nouvelles en poussant vers des modèles plus sûrs, mais peut-être moins dynamiques ? La flexibilité originelle de la SCCP, son ADN même, comment va-t-elle vivre cette rencontre avec une réglementation plus directive ? C'est une question ouverte, je pense, pour l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigoré Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus.
Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter les professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.